tú mi vida ya no la gobiernas con los caprichos de tu corazón. Pour moi, il n'y a pas plus haut que Madrid. No juegues más conmigo, amor. On a toujours dit, el Barça és més qu'un club. Le Barça est plus qu'un club. Triste como el día. C'est vrai que le Barça se considère comme un vecteur, peut-être même le principal vecteur, de l'identité catalane et de la Catalogne à travers le monde. Le fait que le Barça et le Real soient deux des marques espagnoles les plus importantes dans le monde font que oui, quand on parle d'Espagne en tant que pays, on les regarde souvent à travers le prisme du Real et du Barça. Cette musique, singulière et envoûtante, est l'un des étendards d'une culture espagnole aux influences multiples. Un pays où passion rime parfois avec déraison lorsque l'on parle de football, mais surtout de cette rivalité historique entre les deux clubs les plus titrés. Il y a d'un côté les partisans du Real Madrid, 32 fois champion d'Espagne, et de l'autre, ceux qui soutiennent le FC Barcelone, vainqueur à 22 reprises du championnat. Dans la saison, c'est la première chose que l'on regarde dans le calendrier. C'est un sentiment d'amour et de haine. Ils font partie de notre histoire. Ils seront toujours là. Ils se battront toujours contre nous. Je pense que de notre côté, il y a aussi une connotation politique. Du côté de Madrid, les confrontations Barcelone-Madrid, c'est une rivalité. Déjà, ils se croient supérieurs. C'est une position victimiste, ça. Tais-toi, laisse-moi parler. Ils se croient supérieurs. Quand on joue ce match, on doit le gagner et seulement le gagner, non seulement pour le sport, mais aussi pour notre pays. Quel pays? C'est ça la question, quel pays? Le pays, c'est la Catalogne. Quelques minutes de discussion entre ces deux supporters suffisent à réaliser que cette rivalité dépasse les frontières du sport. Elle résume à elle seule l'histoire contemporaine espagnole, le résumé d'un siècle d'antagonisme culturel, idéologique et politique. Ce n'est pas une erreur de considérer cette rivalité comme le reflet de la société et de l'histoire espagnole du XXe siècle. Je pense que dans cette rivalité, il y a un lien entre la politique et le sport. C'est très frappant dans l'histoire de ces deux clubs. Des relations secouées encore davantage le 1er avril 1939. Après 3 années de guerre civile, le général Franco impose une dictature et devient le chef d'État espagnol. Le renversement de la Seconde République va dans un premier temps donner espoir à des Catalans en quête d'indépendance. Cette bourgeoisie, au tout début, elle avait cru que Franco n'allait pas agir contre la langue et la culture catalane, et c'est pour ça que la bourgeoisie, qui aime toujours l'ordre, a soutenu Franco. Mais tout de suite, ils se sont aperçus que le régime de Franco, parmi ses divers buts, on avait un qui était très clair. C'était pratiquer un génocide linguistique et culturel vis-à-vis de la Catalogne. Les Catalans sont réduits au silence. Très vite, le FC Barcelone devient l'emblème de la catalanité. Plus qu'un club, il est le symbole de la résistance. Je dois souvenir que chez nous, on peut pas parler, c'est pas possible de parler catalan. Moi-même à l'école, je ne peux pas parler catalan. On a dit toujours que le Barça, c'est plus qu'une équipe de foot. C'est pour ça, parce qu'il a été la place, on a des réunions aussi politiques pendant les matchs. Justo Terrada a 83 ans. Il a mené une carrière de footballeur dans les années 50. D'abord joueur du FC Barcelone, puis du Real Madrid. À Barcelone, là, j'avais 20 ans, je suis parti à Madrid à 28 ans, et cette photo, c'était avec l'équipe nationale à Bayonne. Nous avions battu la France 2-0, et je dois ajouter que c'est moi qui ai inscrit le premier but. Le Camp Nou était une sorte de refuge. Nous, les joueurs, on ne pouvait pas parler de politique, vous savez. On parlait de football et tout le monde était content. À notre époque, nous vivions pour le football parce que c'était après la guerre. Nous étions pauvres et jouer au foot était une opportunité économique importante. À 17 ans, je gagnais ce que mon père gagnait en étant maçon.
Au Camp Nou, on parle catalan librement. Le FC Barcelone s'oppose complètement au Real Madrid que beaucoup considèrent à l'époque comme un club partisan de la politique du général Franco. Mais l'identité du club madrilène est pourtant bien loin des idéaux du dictateur. Eh ben, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les fondateurs du Real étaient des Catalans, les frères Padros. Ici on voit Juan, l'un des deux fondateurs du Real Madrid, en 1902. Deux présidents du Real, qui étaient des généraux républicains communistes, ont été assassinés par les troupes franquistes. Il y a eu un risque énorme, et il y a beaucoup d'historiens qui le racontent. Le Real Madrid a failli être dissous par Franco. À partir du moment où le Real Madrid était un club proche de la République, qui a fait de la résistance aux troupes de Franco, qui a été dirigé par des socialistes et des communistes, des républicains, Franco a été très proche, en vengeance, de dissoudre le Real Madrid. Un passé tumultueux qui n'a pas toujours offert au club des années de gloire et de succès. De 1933 à 1954, le Real Madrid ne gagne pas une seule Liga, tandis que le FC Barcelone la remporte à 5 reprises. Mais l'arrivée d'un homme va redonner sa place au club madrilène et ranimer la rivalité entre les Blaugrana et les Merengues. Alfredo Di Stefano. Son arrivée à elle seule constitue l'une des polémiques les plus retentissantes du football espagnol. Les deux clubs lui ont proposé un contrat, mais Barcelone a négocié avec le club argentin de River Plate, tandis que Madrid discutait avec Los Millonarios, une formation colombienne. Deux anciens clubs de Di Stefano qui revendiquaient la propriété du joueur. Après la consultation de la FIFA, ils ont décidé qu'il jouerait la première année à Madrid, la deuxième à Barcelone, la troisième à Madrid et la dernière à Barcelone. Le Barça n'a pas trouvé la situation juste. Ils ont préféré le vendre à Madrid et récupérer les 2 millions de pesos qu'ils avaient payés à River Plate pour acheter le joueur. Ils ont tout simplement renoncé. Cette histoire mal racontée peut très vite embrouiller les esprits. Mais à l'époque, personne ne se doutait que Di Stefano était un joueur aussi brillant. À Barcelone, la grande star de l'époque s'appelle Kubala. Avec Di Stefano, ils vont offrir à cette rivalité de nouvelles perspectives. L'arrivée de Di Stefano au Real Madrid en 1953 est un jour marquant. Ça a absolument tout changé. Le football moderne n'aurait pas de sens sans Alfredo Di Stefano. Il a complètement bouleversé l'histoire du football espagnol et même du football européen. Et bien sûr que pour cette rivalité, c'est un élément déterminant, car ça a pris une grande dimension pour les Catalans. En effet, toute l'histoire glorieuse du Real Madrid aurait dû être la leur. C'est comme ça que les supporters barcelonais le perçoivent. Le succès du Real Madrid est planétaire. En Europe, en Asie ou en Amérique, le club s'offre une notoriété qui va convaincre le général Franco d'utiliser le football à des fins politiques. À partir du moment où le Real donne une bonne image de l'Espagne en dehors des frontières espagnoles, Franco essaye de s'en servir comme d'un ambassadeur. Regardez par exemple, à ce moment-là, il n'y a rien de bon en Espagne. L'Espagne est un pays où il y a une dictature horrible. La seule chose positive qu'on peut voir de l'Espagne, ce sont les succès européens du Real Madrid. La suprématie sportive du Real Madrid s'installe de 1954 à 1972. Puis, les Catalans vont mettre la main sur le talent parfait pour contester la souveraineté des Merengues. L'arrivée de Johan Cruyff est exceptionnelle pour le FC Barcelone. Incroyable également car son fils est né à Barcelone. Un fils qu'il a appelé Jordi Cruyff, un nom typiquement catalan. Ça a construit sa légende. Tout cela réuni a fait de Cruyff une figure presque mythique, bien plus qu'un footballeur. Dès sa première année, Johan Cruyff offre la Liga aux Catalans, mais surtout une victoire légendaire sur la pelouse de Santiago Bernabéu, 5-0, la fameuse Manita. Dans un contexte politique qui annonce la fin du règne du général Franco, ce succès prend une dimension historique. Mais surtout parce qu'il arrive à un moment très important dans la politique espagnole, c'est les fins de Franco. Je me souviens de ces jours, les supporters ont sorti à la rue. C'est pas normal pour une match, dans ces moments, hein, pour un match de foot. Tout le monde il a été à la rue, c'est un fait.
c'est parce que c'est plus qu'un 0-5, c'est plus qu'un match de foot. Ces jours, on n'a chanté pas Visca el Barça, on a chanté liberté et statut d'autonomie pour la Catalogne. Ce n'est pas une expression de sport, c'est une expression politique et sociologique. Désormais, ces deux clubs attirent les joueurs les plus doués de la planète. Un engouement largement évoqué dans la presse espagnole. Cette rivalité vire parfois à l'obsession, avec notamment ce record de la plus longue émission de télé jamais organisée, 36 heures de débat avant un classico. Ça aussi c'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte tant qu'on ne vit pas en Espagne, c'est que le classico il se joue tous les jours en fait, 24 heures sur 24 presque, mais tous les jours il y a cette rivalité qui est analysée, débattue sous toutes les coutures et c'est vraiment quelque chose qui est permanent. Des médias qui assument un parti pris. Avant d'être journalistes, certains sont devenus des supporters. Je ne considère pas cela comme une guerre de communication. C'est normal face à ce phénomène, comme peuvent s'opposer la presse de gauche et la presse de droite. C'est un peu naturel que chaque ville ait son point de vue. Tu vis à Madrid, tu as la vision d'un Madrilène et ses arguments. Barcelone aussi a son point de vue. Les deux visions circulent dans la presse des deux côtés. Si circula prensa de las dos partes. Luis Enrique no le dice al jugador que no cuenta con él. Et je crois qu'on ne fait pas bien notre travail. On provoquait encore plus cette rivalité. Avec Mourinho à Madrid, tout a été plus accentué. Maintenant, au programme, il n'y a personne qui parle de football, de tactique, de choses comme on parlait avant. C'est seulement de polémiques, qui est confronté à qui, les rivalités, tout c'est comme ça. Ça doit vendre, je suppose. José Mourinho n'est resté que 3 saisons sur le banc du Real Madrid. Une courte collaboration, mais suffisante pour réchauffer les tensions entre les deux clubs. C'est aussi fort la pression qu'il a mise sur les joueurs qu'ils ont mis en péril la sélection nationale de l'Espagne. C'est Iker Casillas qui l'a dit avant de Coupe du Monde de Sud-Afrique, parce que la réalité, il était dangereux. Avec Mourinho, je dis qu'on était fort. Mais on a été sous pression. Ça se voyait dans les matchs qu'on était, trop de pression. On avait trop de pression. Avec Ancelotti, c'est beaucoup moins de pression, même si on l'a, parce qu'on a l'habitude de jouer les grands matchs, on a toujours cette petite pression, mais il arrive à canaliser le groupe et à enlever la pression. Sur le terrain de la politique également, le conflit s'est ravivé. Le FC Barcelone s'est prononcé l'an passé en faveur d'un référendum pour l'indépendance de la Catalogne. Des joueurs emblématiques comme Carles Puyol ont affiché publiquement leur soutien. Depuis 2-3 années, Catalogne a changé la lutte pour l'indépendance, ça a changé la mentalité du pays et il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors, chaque match du Barça, dans la première et deuxième moitié, aux minutes 17 et 14 secondes, que c'est en référence à l'année 1714, il y a les chants demandant l'indépendance de la Catalogne. 1714. L'année où la Catalogne a perdu sa souveraineté. La rivalité entre le Real Madrid et le FC Barcelone sert aujourd'hui les intentions politiques de toute une région. Mais pas seulement. Les deux clubs sont devenus des partenaires qui ont compris qu'ils avaient besoin l'un de l'autre pour garantir leur prospérité. Ces deux clubs ne peuvent pas être complètement séparés. Ils ont chacun leur identité propre. Le Real Madrid peut vivre sans Barcelone et Barcelone peut vivre sans le Real Madrid. Mais ils sont meilleurs lorsqu'ils vivent ensemble. C'est une réalité. Ils sont beaucoup plus forts car ce sont des rivaux. Le Classico est l'un des matchs les plus suivis au monde. 500 millions de téléspectateurs de moyenne. Une rivalité mondialement connue qui s'est bâtie à travers l'histoire de l'Espagne. La Catalogne n'a pas renoncé à ses envies d'indépendance, bien au contraire. Le FC Barcelone demeure encore le porte-parole le plus éloquent de la région. Le Real Madrid, le club de la capitale, est quant à lui souvent associé à l'État. Bien plus que du football, ces rencontres suivront inéluctablement les évolutions de la société espagnole.